Bonjour à tous et bienvenue pour cette conversation de l'édition 2020 de Parti di Domani Locarno. Euh, Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir trois jeunes réalisateurs et réalisatrices prometteurs, Justine de Gasquet, David Chongo et Aptine Sarabi. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation de vos prénoms et de vos noms. Et pour commencer la conversation, je pense que vous pourriez chacun vous présenter et nous raconter un petit peu de quoi parlent les films respectifs dont on va discuter aujourd'hui. Ben, je commence. Oui, je t'en prie. Euh, En fait, je me nomme David Chongo, comme vous venez de le dire. Alors, je suis compositeur et artiste visuel aussi. Mais j'aime me présenter comme compositeur parce que, voilà, pour moi, je fais de la composition sonore et visuelle, en fait. Mais aussi, je m'intéresse sur comment ces deux dispositifs s'interagissent, c'est complète, c'est interinfluence, en fait. Comment l'image est influencée par les sons et comment le son est influencé par l'image. Mais aussi, je m'intéresse beaucoup à la symétrie des mouvements entre la musique et la vidéo, en fait. Vu que la vidéo, c'est un mouvement d'image, la musique est un mouvement de son. Et donc, moi, je trouve intéressant de travailler sur ces deux outils, trouver les moyens de les mettre ensemble, d'agencer les choses, d'emboîter et de construire une architecture, un discours, un récit. Voilà, c'est un peu mon travail. Et donc, je suis artiste de Lubumbashi, je vis à Lubumbashi. Mon film, voilà, Bags, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Blackout pour utiliser la Ideas Genealogy, qui a été produit dans les comptes de la Biennale de Lubumbashi et une exposition à Zurich, Fiction Congo, le projet du musée Rietzberg à Zurich. Et donc, le projet s'articule autour de l'analyse de l'image, en fait. Comment voilà, analyser la psychologie de l'image. C'est un projet qui a commencé par une collection d'un ethnographe et anthropologue allemand qui est venu au Congo dans les années 30, 38, 38, 39. Et donc, nous étions invités avec plusieurs artistes congolais, dont Sami Balogi, Sinzo Anza, de travailler d'analyser, de réfléchir sur les photographies, sur la collection. Et donc, moi, je me suis intéressé sur comment l'image du Congo a été construite à partir des récits d'archivage, voilà, des récits anthropologiques, ethnographiques. Et donc, l'enjeu, c'était d'analyser finalement la psychologie qui reflète les images, comment l'interpréter dans le contexte actuel et comment l'utiliser dans un autre cadre, en fait. Comment utiliser la même image propagandiste coloniale dans un sens anti-propagande, voilà. Et donc, voilà, le film en question, Bags, qui veut dire dysfonctionnement en français, c'est en fait, je pense, c'est un parcours méthodologique pardon, esthétique et conceptuel des, de comment, en fait, le Congo a été vendu euh, comme, euh, comme, euh, comme produit commercial et comment cette image a été étiquetée et reste aujourd'hui étiquetée au Congo. Si on rentre dans l'histoire, il y a eu d'abord Léopold II qui a commencé la colonisation vers 1885, et puis après, il y a eu la Belgique. Mais en dépit de ces deux institutions ou ces deux personnes morales, il y a eu d'autres convoitises, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui ont aussi qui ont eu leur part au Congo.
et dont même la notification de la colonie modèle, Muster Colonia, qui vient de l'Allemagne d'ailleurs, qui a été étiquetée au Congo dans les années 30. Et donc, voilà, l'image, ça commençait par l'exploitation des caoutchoucs. Et aujourd'hui, après, c'est venu le minerai. Aujourd'hui, ça commence avec les matières premières pour la technologie. Et donc, le Congo reste ces produits commerciaux, cet espace où tout le monde peut venir prendre ce qu'il veut et en faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est ce travail que j'essaie d'aborder dans la vidéo et de questionner voilà, ces enjeux. Voilà. Merci David. Oui. Justine, tu peux nous parler de ton film? Moi, je me présente, je m'appelle Justine et je suis étudiante. Et je fais aussi du montage principalement et de la traduction et de la peinture aussi un peu. Et donc, j'ai fait ce film qui s'appelle The De Facto Martyr Suite. C'est le nom d'un texte écrit par quelqu'un que j'ai rencontré par écrit parce que j'ai une correspondance avec lui depuis 3 ans, qui est quelqu'un qui est un homme qui est emprisonné depuis 1974. Et du coup, je l'ai rencontré grâce à sa femme parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus que 3 ans et que j'ai rencontré à New York dans son quartier, le quartier même où s'était fait emprisonner cet homme. Et du coup, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'était parce que c'est des gens avec qui j'ai eu des relations proches et donc des gens qui sont importants pour moi. Et ensuite, j'ai trouvé, grâce à mon école, j'ai découvert ces archives qui étaient libres de droit sur Internet de Rick Prelinger, donc qui a recueilli des images en bois de point de vue de touristes, de politiciens, de publicitaires ou de journalistes, donc des images de télévision aussi, mais aussi de home movies, donc aussi des gens, quoi. Et du coup, j'ai fouillé dans ces archives. Et avec ce texte assez, que je trouve très puissant, du coup, de Ibn Kenyatta, qui est le nom de ce prisonnier. C'est un texte qu'il a écrit en 2019. Moi, je l'ai connu, j'ai commencé à correspondre avec lui en 2017, 18, je crois, début 2018. Et donc, je me sens assez proche du texte. Et du coup... J'ai plein de questions pour toi. Merci. Si tu veux t'arrêter là pour le moment avec la présentation du film, tu peux. Ok, non mais je pense que voilà, j'ai plein de choses à dire, mais je pense qu'on peut en parler dans la discussion, quoi. Merci Justine. Aptine? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Optin Sarabi. Je suis né en Iran, à Téhéran. Au début, quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé photographie argentique. Après, je suis entré à l'école des beaux-arts à Téhéran dans l'option peinture. Et en 2010, je suis venu en France pour continuer mes études aux Beaux-Arts, Beaux-Arts de Toulouse. Après, quand j'ai fini, je suis entré au Fresnoy, l'école Le Fresnoy et Studio National au nord de France.
depuis que je suis entré en France, j'ai commencé de faire des vidéos art et des films courts-métrages, moins de 10 minutes, et après, mon premier film, documentaire que j'ai fait, c'était au Frénois, première année au Frénois, sur l'histoire chamanisme, en Iran, au sud d'Iran. Heu, Après pour, cet film que j'ai fait, qui s'appelle, qui est maintenant ça va présenter au, festival Locarno. Il s'appelle Parcelle S7. En fait, au début de ce projet, heu, en fait, c'était dans un atelier, de création. C'est un sort de résidence, au Sénégal, qu'on est invité là-bas et après, on a commencé de travailler. En fait, au début, mon projet, c'était pas ça. C'était la suite, ce que j'ai écrit pour cette résidence, j'ai voulu faire, à la suite de le premier film que j'ai fait en Iran, au sud d'Iran, parce qu'en ce moment, peut-être je vais raconter une petite histoire, ce qui se passe, dans le 1er film que j'ai fait. C'est sur en fait, cet film, qui s'appelle Ahl Hawa, c'est sur, comment dire? Oui, chamanisme et c'est la cérémonie exorcisme. C'est à côté Golfe Persique. C'est les villes qui sont à côté le Golfe Persique. En fait, cette ville-là, il y a 500 ans, c'était colonisé par les Portugais. Les Portugais, ils achètent, des esclavages, d'Afrique, différents pays d'Afrique, et ils ont amené, au sud d'Iran pour travailler. En fait, c'est eux qui ont amené cette culture, cette cérémonie en Iran, et après c'est mélangé avec culture iranienne et culture musulmane et culture indienne. Heu, En fait, au début, moi, j'ai écrit un projet que je vais continuer. Je vais trouver les ressemblances, ce qu'il existe en ce moment au Sénégal, avec, cette culture qui est en Iran. Je suis parti pour trouver une trace, heu, pour ça. Après, finalement, quand on est entré au, Saint-Louis, j'ai cherché beaucoup pendant 30 jours, oui 25 jours, mais j'ai rencontré plusieurs chamans, mais malheureusement, ils ont pas accepté qu'on filme. Heu Et après un jour, à l'Institut français à Saint-Louis, on a rencontré, moi et d'autres amis américains qui étaient, dans cette résidence. On a rencontré un personnage qui travaillait dans la compagnie sucrière du Sénégal, CSS. En fait, il a raconté, oui, pas loin de Saint-Louis, c'est à Richard Toll, la frontière de, Mauritanie. Mmh. Il y a des terrains, qui cultivent des cannes à sucre, et après, il a raconté des choses, voilà, on brûle les champs avant de coupage, après, moi et Jake, on a vu que voilà, c'est un projet intéressant. On est partis ensemble, pour faire repérage d'abord. On a fait 3 jours repérage et c'était 4 jours tournage. Voilà, c'est c'est ça. Merci. Ouais. Alors, moi, j'étais très contente de découvrir votre travail et j'étais aussi très contente de entre guillemets, du choix de programmation qui a été fait pour me proposer vos films et d'être en conversation avec vous. Parce que vos films sont complètement différents en termes d'approche esthétique et en même temps, ils entretiennent tous les trois des liens très très forts, je dirais, parce que chacun, à leur manière, jette un regard sur ce qu'on pourrait définir comme un continuum de domination impériale, coloniale, raciale, dans différents endroits du monde d'ailleurs. Et en même temps, vous approchez cette question pratiquement à la transversale, avec des propositions de cinéma presque antagonistes. Par exemple, toi, Justine, avec le recours au montage d'archives,
qui peuvent sembler être historiquement complètement déconnectés du récit que fait Ibn Kenyatta depuis sa prison en 2019 et qui en même temps, précisément pour cette raison, révèle ce continuum de domination raciale qui me semblait être un peu le cœur de ton film. Alors que chez David, c'est le média vidéo lui-même qui, en étant complètement déconstruit, en étant complètement démonté, pratiquement au sens littéral du terme, parce que tu as beaucoup recours à la dégradation de l'image, à la surimpression, surimposition, jusqu'à rendre pratiquement la matière vidéo comme la seule chose qu'on peut encore percevoir. Et d'une certaine manière, c'est dans ce processus de dégradation que en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ton film, que tu posais aussi la question de la représentation du corps invisible, du corps exploité, du corps dominé, qui en étant soumis au regard, est précisément l'objet d'un effacement et d'une disparition progressive. Et en même temps, c'est dans ce moment-là qu'il résiste aussi. Il y a une scène du film que j'aime beaucoup, qui est une sorte de danse, mais qui est en même temps, à mon avis, peut-être une performance aussi que peut-être tu as inclus dans le film. Et dans ton film, Saptine, c'est le corps invisible du travailleur. Et on reconnaît dans le travail de la canne à sucre, là aussi, les fantômes de l'exploitation coloniale, y compris et de la traite transatlantique, dont le fantôme hante encore l'Afrique, dans ce champ de culture de canne à sucre. Donc je trouvais que c'était très intéressant le fait que vos trois films soient mis ensemble et qu'ils soient l'objet de cette conversation, parce que depuis 3 points de vue différents, d'une certaine manière, vous posez un constat qui est un constat pratiquement similaire, à savoir que les processus de domination à l'œuvre qui ont lieu depuis plusieurs siècles existent, que ce soit dans le champ du travail, dans le domaine de l'incarcération de masse aux États-Unis telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ou dans la perception du corps noir telle qu'elle a encore cours dans les représentations mainstream et dominantes qu'on peut voir. Oui, je comprends. Oui. Oui, je suis content de la manière dont on peut s'y tutoyer, j'espère. Oui, avec plaisir. Oui. J'ai du mal à vous voir. C'est très intéressant la manière dont tu abordes la vidéo, mais aussi les deux films des autres réalisateurs. Parce que c'est pas facile j'espère qu'ils seront d'accord avec moi, c'est pas facile d'arriver à ressortir tout ce qu'on a comme fiction dans nos récits, dans nos discours. Mais voilà, quand moi je propose une œuvre artistique, je me confie plus à mes émotions et à la fiction, finalement, à ce qui me vient à la tête, à l'utopie, à la proposition assez immatérielle. Et donc, c'est intéressant quand tu parles de la décomposition, parce que finalement, mon travail aussi, je me base sur la décomposition et la récomposition. Voilà. Comment je peux décomposer une image et la récomposer après. Mais quand je la récompose, c'est pour proposer une autre épiscologie, une autre représentation. Voilà, c'est le travail. Et puis, l'aspect du couleur, au fait, là où je me suis beaucoup accentué sur l'inverse du couleur, proposer d'autres visuels, au fait. C'est aussi ce travail d'essayer comme je dis, les projets, c'est les blackout poetry, c'est d'essayer de surcharger la mémoire, en fait. Ça veut dire que l'imaginaire, elle est coloniale, l'imaginaire, elle est occidentale. Comment, moi, à partir de cet imaginaire, je pourrais surcharger mes imaginaires, tout en gardant
la force obscure, si je peux appeler ça comme ça. C'est un peu le travail que je fais parce que j'ai proposé aussi des photomontages, j'ai proposé une installation à la Biennale de Lubumbashi. Donc, le travail, c'est de créer un espace dans lequel la question de l'humanité, de l'humain, rentre en perspective, en fait. Parce que le système capitalisme, si on veut parler de l'histoire du système, avec Adam Smith et les autres, il semble proposer un monde tellement parfait, mais dans lequel, paradoxalement, l'humain n'existait pas, l'humanité n'existait pas. Ça veut dire qu'il vous propose un monde parfait, mais il exclut l'humain, en fait. Et puis dans l'humain... Excuse-moi de t'interrompre, mais ce que tu disais me faisait aussi penser au film de Saptine, dans le sens où, alors certes, tu décris une destruction de l'humanité qui serait au cœur du projet, ou qui est au cœur du projet capitaliste. Et en même temps, dans le film de Saptine, comme dans ton film, comme dans le film de Justine, on voit que les poches de résistance existent en même temps. Il y a, par exemple, dans la performance qui est au milieu de ton film, David, où Saptine, quand paradoxalement ces hommes exploités dans les champs de canne à sucre s'octroient le repos, s'octroient de ne rien faire, se retirent littéralement du champ, le brûlent aussi pratiquement comme une sorte de cérémonie cathartique. Il y a ces moments assez beaux également dans ton film où on les voit porter des masques, comme s'ils convoquaient les ancêtres comme témoins de ce continuum dont on parlait avant. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais une question pour toi. Est-ce que l'usage de ces masques était pour toi une manière de rendre hommage à Ousmane Sembène, ou est-ce que c'est complètement fortuit? Il y a un très beau film de Ousmane Sembène qui s'appelle Black Girl. Je n'ai pas vu ce film. Ah, il faut que tu le vois. C'est un film absolument fondateur. D'accord. C'est un film très important d'un cinéaste sénégalais. Ok. Non, malheureusement, je n'ai pas vu ce film. Mais par rapport aux masques que vous avez demandé, en fait, j'ai ajouté la dimension religieuse animiste avec les masques. En fait, c'est métaphore, la croyance africaine. Pour moi, en fait, je dis des choses, peut-être pour les spectateurs, ça donne d'autres sens. C'est en fait aussi, c'est à la fois, c'est en fait, comment dire, montrer à la fois présistance, quelque chose qui est très ancien, qui est la culture du masque, et en même temps quelque chose d'aujourd'hui qui est l'exploitation industrielle de canne à sucre. Euh, En fait, il y a différentes choses sur les masques que je peux raconter. Heu, ces masques-là, pour donner les liens entre différents pays et cultures africains, aussi. Parce que, quand j'ai acheté les masques, c'est pour différents ethnies en Afrique, et différents pays. En fait, j'ai marqué ici, je peux vous dire c'était quoi exactement. En fait, c'était ethnie de Bambara, de Mali, village Kaya. Et un masque, c'était de Cameroun, village Fumban, qui est masque de récolte. En fait, il met ce masque pour avoir que la récolte, ça va être bien à la future qui vient pour les récoltes. Et en fait, au Gabon aussi, c'est un qui s'appelle ethnie Pono, initiation forêt sacrée. Et aussi, voilà, c'est ça. En fait, il y a un lien entre le masque et le sujet de film. Moi, j'ai essayé de trouver des masques qui sont proches de ça. En fait, je voudrais parler de leurs mythes, leurs pratiques et leurs croyances qu'ils ont évaluées de 30 000 ans en Afrique. Heu, voilà, c'est des choses, et aussi ils sont pour moi, à la fois, ils sont des gardiens de la terre avec son masque.
qui sont un esprit dans chaque masque. Voilà, c'est ça. Mais je crois qu'on comprend assez bien dans ton film que paradoxalement, le recours à la tradition est une forme de résistance pour cette Oui, communauté. oui, oui. Et dans ton film aussi, Justine, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, la lettre de Ibn Kenyatta qui est lue, c'est une lettre de Ibn Kenyatta qui fait partie, si j'ai bien compris, d'un ensemble de textes en fait qu'il produit en prison depuis pratiquement le début de son incarcération. Et évidemment, j'ai pensé immédiatement à un genre littéraire, en fait, qui est le genre de la lettre de prison, qui a une très grande tradition à la fois littéraire et politique, de Gramsci avec ses lettres de prison jusqu'aux lettres de prison de George Jackson. Euh, et le simple fait Il est là aussi. que la voix off, ce soit justement Ibn Kenyatta qui s'exprime en tant que sujet, mais aussi en tant que sujet politique, qui est parfaitement conscient également de l'histoire à laquelle il appartient et de formes de résistance dans lesquelles il s'inscrit, euh, permet aussi de montrer dans ton film que certes, il y a le continuum, mais il existe aussi un continuum de résistance. Et écrire depuis une prison à partir d'une position située qui est la position d'un homme noir conscient d'un système d'oppression, mais conscient également d'une longue histoire de résistance. Paradoxalement, ça apporte à ton film à la fois ce poids de l'histoire et en même temps presque une forme de poésie, précisément parce qu'elle prend au sérieux la question de comment on résiste lorsqu'on est un corps dominé et lorsqu'on est un corps enfermé, complètement soustrait au monde social. Et pourtant, les mots continuent à circuler. Et d'ailleurs, à la fin de ton film, tu précises au générique que c'est la femme de Ibn Kenyatta qui continue, enfin qui s'efforce que la voix de son mari continue à être entendue parmi sa communauté. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots du texte et aussi de l'usage de la voix off? Parce que ça aurait pu avoir lieu d'une manière complètement différente. On aurait pu imaginer que, par exemple, tu enregistres une conversation téléphonique avec Ibn Kenyatta depuis la prison. Alors certes, logistiquement, c'est plus difficile à organiser, mais tu as fait un choix différent qui est en fait de partir du texte lui-même, de le considérer comme un texte. Ouais. Bah, c'était prévu que ça soit lui-même qui lise son texte, mais ça n'a pas marché parce que c'était pas faisable. En fait, il devait acheter une carte téléphonique internationale et les choses ont été trop difficiles pour lui et il a laissé tomber. Et finalement, c'est le beau-fils de Safia qui lit le texte, Born Hadithi. Et je trouve que ça marche très bien comme ça. Après, je suis d'accord avec toi parce que, pour moi, ce qui a été difficile et à la fois qui a nourri énormément le film, c'est que Kenyatta, il se soustrait au monde quelque part avec son choix d'intégrité, quoi. Son image n'existe pas dans le monde public en dehors de la prison et donc pour moi c'était comment, trouver la manière de rendre hommage à sa lutte et sans son image. Et après, la voix du beau-fils de Safia est très forte pour moi parce que c'est aussi, je trouve qu'elle prend de sa force grâce au noir dans le film. Et donc, voilà.
Justement, il y a autre chose qui m'a frappée dans vos œuvres. En fait, je dis vos œuvres parce que enfin, moi, je suis une artiste, donc mon travail est plutôt montré dans les musées et les galeries. Et vos films sont des films que je pourrais tout à fait voir dans un lieu d'art. J'ai trouvé ça intéressant qu'il soit justement sélectionné à part Didi Domani, qui est censé être ou censé nous donner une idée de ce que c'est que le présent ou le futur du cinéma qui s'écrit au présent. Et visiblement, il s'écrit dans l'entre-deux, entre le cinéma, les arts visuels et les arts plastiques. Et je trouve que vos 3 films, pour faire une parenthèse, reflètent ça assez bien. Mais l'autre chose qui m'a frappée dans vos films, c'est le rapport que vous avez avec le son. Alors c'est intéressant parce que David, toi, tu as commencé par te présenter comme un musicien, en fait, comme un compositeur. Or, ton film, il est presque muet. Là, j'exagère un petit peu parce qu'en fait, il n'est pas muet. Il y a effectivement une composition musicale, mais qui est extrêmement subtile, qui n'avait justement pas une musique d'accompagnement. Et dans vos films, Justine, excuse-moi, et Aptine, vous avez tous les deux recours à la voix off, et vous avez tous les deux recours à des textes qui préexistent en fait au film, sans que le film ne soit en même temps une illustration de ces textes, mais comme si, d'une certaine manière, ils rentraient en dialogue les uns avec les autres. Alors, dans ton cas, Aptine, c'est assez étonnant parce qu'en plus, si j'ai bien compris, le texte qui est lu, enfin la voix off, c'est un poème qui est un poème persan. Oui, c'est ça, poème persan. Ce que j'ai trouvé assez étonnant parce que quand on revient à la manière dont tu as introduit ton projet, à savoir que ça devait être la continuité d'un projet qui avait commencé dans le Golfe Persique, mais Oui, qui était qui était fortement lié à l'histoire de la traite pratiquée par le Portugal en Afrique et avec le Golfe Persique qui devient un lieu où cette traite est exploitée. Et je me suis dit, c'est presque une logique pasolinienne où il faut se déplacer géographiquement pour faire ressurgir une histoire qui est une histoire qui peut sembler être oubliée, mais qui en même temps est toujours présente oui, et qui est celle de l'exploitation du corps noir. oui. Euh, Peut-être je vais expliquer un peu sur le poème que j'ai choisi. En fait, tout d'abord, c'était pas, en fait, j'ai pas tourné, enfin, on n'a pas choisi avant tournage le texte. C'était vraiment au moment de montage que j'ai choisi. D'abord, j'ai donné, un écrivain qui écrit sur le film un texte. Finalement, ça marchait pas bien, le texte. Et après, j'ai décidé que je vais, choisir, des poèmes. J'ai lu plusieurs poèmes, finalement, j'ai choisi Sohrab Sepehri, parce que c'est un poète, en Iran qui parle beaucoup sur la nature et sur l'humain, qu'il y a un lien entre les humains et la nature. Voilà. Après, j'ai choisi plusieurs poèmes. Au final, j'ai adapté sur le sujet de film qui est Skana Sutra. Voilà, c'était ça le choix de voix off. Et dans ton cas, Justine, tu l'as expliqué, ça tient à ton lien avec Kenyatta et au fait que pour toi, sa voix, elle s'exprime à travers le texte, mais en même temps, tu as choisi un texte en particulier. Ce n'est pas un montage de ces différents textes. Non, ouais, c'est plutôt un manifeste qu'il a publié. C'était pas une lettre qu'il m'a écrit à moi. Il écrit des textes qui sont partagés par sa FIA dans la communauté de son quartier à Brooklyn. Et après, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que
il défend sa position, enfin, il défend ses choix de vie dedans, et c'est quelque chose sur lequel, enfin, à propos duquel on a beaucoup échangé, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre pourquoi il décidait de passer sa vie en prison, alors que, enfin, il aurait pu sortir. À la condition qu'il accepte de se conformer à la conditionnelle. Voilà. Donc, à un processus juridique particulier ou d'une certaine manière, il doit se reconnaître coupable. Ouais, c'est ça. Enfin, ce serait fermer les yeux sur un système d'oppression des corps aux États-Unis qui, enfin, pour lui, c'est pas une option, quoi. Il y a pas de. Donc, enfin, ouais, en voyant en fait les images, enfin, j'ai compris sa position au long de notre échange épistolaire, mais en plus, enfin, après, en voyant les archives, et puis, enfin, j'ai pensé à ce texte, enfin, ce texte a pris tout son sens, quoi. Donc, Je peux ajouter une petite chose par rapport à pourquoi poème. Parce que moi, dans mon travail, soit vidéo art, soit film, toujours c'est mon style d'utiliser des poèmes. Soit j'utilise avant création, soit après création, et j'ajoute les poèmes. Et c'est les poèmes qui me donnent des idées de travailler. Et voilà, c'est une manière que je travaille tout le temps. J'ai oublié de dire ça, voilà, je vais ajouter. Mais ce qui est, enfin, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Justine, et dont on a parlé avant, moi, ce qui m'a vraiment frappé avec le texte de Kenyatta, c'est à quel point sa position politique claire, précise, située, intransigeante aussi à sa manière, mais parfaitement juste, d'une certaine manière, touche aussi à la poésie. Je ne sais pas si lui l'écrit comme tel ou s'il le revendique comme tel, mais ça m'a immédiatement fait penser à la préface des lettres de prison de George Jackson, et la préface écrite par Jean Genet, donc pour l'édition en français, où Genet parle justement de ça, parle justement du fait que George Jackson, en prison, lorsqu'il se met à écrire, il devient à la fois un poète et un révolutionnaire. ouais. Bah, les images enfin, pour l'anecdote, les images des funérailles de George Jackson sont dans le film. mais ouais, j'ai pas lu en fait les lettres de George Jackson, mais ouais. C'est un texte extrêmement puissant. Okay. Ouais. Mais moi, spontanément, j'y ai pensé. Je me suis dit que, évidemment, qu'un homme noir en prison qui résiste à une injustice et qui se met à écrire, il s'inscrit aussi dans cette histoire-là, dans cette histoire de textes de résistance, et qui, parce qu'ils sont des textes de résistance forts, touchent aussi à la poésie. Ouais. Bah, enfin, Ibn Kenyatta, il publie des livres de poèmes, et c'est un poète, ouais, c'est sûr. Et toi, David, est-ce que tu peux nous parler du son dans ton film et du fait que c'est un film sans parole? Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un film sans histoire. Bah, avant de répondre à la question, je vais rebondir sur Abdin, qui a parlé qui a parlé du masque.
C'est très intéressant de voir dans son film, quand j'ai suivi le film, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont il utilise les masques et la posture que les gens prennent quand ils prennent les masques. C'est tout à fait c'est un contraste par rapport ils ont pris la posture du guerrier, et pourtant ils sont des travailleurs, mais il s'est présenté comme des guerriers. Et donc moi, ça m'a intéressé parce que la question du masque, la définition même du masque, ça reste assez complexe dans les vocabulaires congolais. Donc moi, j'ai une culture du Royaume Congo, donc au Congo central. Et donc le masque est... quand on parle du masque, on parle de toute une gamme, en fait, des choses, donc, dont la musique, les danseurs, la chose qu'on met dans les visages, dont on appelle le masque. Et donc, le masque, c'est un esprit qui est incarné dans un danseur. Et donc, moi, c'était intéressant quand les gens, ils ont mis les masques. Vous sentez, c'était une dimension spirituelle qu'ils prenaient, une sorte d'incarnation d'un esprit. Et puis, les sujets du canne à sucre, ça reste un sujet assez sensible parce qu'on se souviendra que le premier commerce, même le premier travail que les esclaves ont réalisé en Amérique, dans les Caraïbes, c'est les cannes à sucre. C'est canne à sucre, oui. Parler encore de ça aujourd'hui, c'est remettre en cause, comme Bouchkra disait, la question du corps, l'élévation du corps. Alors, par rapport au son, j'ai beaucoup aimé tout son. Vous avez parlé de la poésie. En fait, c'est la poésie, en fait. Ça reste la poésie. Ça reste une question d'une construction poétique, d'une construction de la langue. Parce que la langue, je viens même de parler de ça pas longtemps avec mon ami, la langue reste une institution dans la culture congolaise. C'est un organe qui fait partie des aspects sociaux. Et donc, aujourd'hui, vu la aliénation coloniale, nous n'avons pas une fierté au fait une sécurité dans nos langues, une sécurité dans nos propres poésies. Et évidemment, les travaux sonores et même visuels, c'était une construction, une volonté personnelle de construire une poésie expérimentale. Comme vous disiez, la poésie, ça reste une forme de résistance impréalable. Déjà, en 1960 au Congo, ce qui a résisté directement au roi belge, c'était la poésie de Lumumba qui est montée, qui a déclaré une grande poésie. Il y a Nelson Mandela qui a dans sa prison comme Justine, comme Justine fait dans son film, il écrivait des lettres, et c'est ça qu'il a écrit même un film. Et donc, tout est question pour moi, en tout cas dans les films, cette façon de détruire les sons, parce que ce qui se passe, les sons que vous entendez, l'illustration, c'est une destruction des archives, des archives sonores d'un chercheur belge qui a travaillé ici pendant plus de 20 ans. Il a travaillé sur les chansons de chasse du Haut-Katanga. Et donc, pour moi, c'était une façon d'aborder cet aspect chasse de la colonisation, mais aussi de créer une poésie expérimentale, une poésie qui va à l'encontre du normal, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est bité face à des questions qui sont posées mais qui ne sont pas résolues. Et donc, il faudrait proposer d'autres formes de politique, parce que la politique classique, elle reste archaïque, en fait. Donc, pour moi, c'est important de créer une poésie, mais qui est expérimentale. Et donc, c'est intéressant de voir aussi les résistances qui se passent, par exemple, partout dans le monde. C'est une politique expérimentale, parce que les gens sont en un ras-le-bol, ils dénoncent tous les jours les choses, mais les gens n'agissent pas. Et donc, ils commencent à expérimenter d'autres forces, d'autres résistances. C'est un peu les sons que je fais, même aussi la construction visuelle. C'est expérimenter d'autres poésies, d'autres façons de parler. Voilà.
C'est ce qu'on disait au début de cette conversation, c'est-à-dire que vos 3 films, ils sont très différents visuellement, plastiquement. Aptine, ton film, il semble à première vue documentaire, mais en réalité, il est truffé d'éléments oniriques. Justine, on peut penser au début que c'est un film qui est basé sur le montage d'archives et en fait, on réalise que ces archives, elles n'ont pas valeur d'illustration, mais au contraire de déconstruction d'une certaine histoire de la représentation du corps afro-américain à la fois dans l'espace public et aussi dans l'espace privé. Et dans ton cas, David, comme on le disait au début, c'est la dégradation ou la saturation qui devient génératrice ou productrice de représentation. Alors c'est intéressant ce que tu dis à propos de ta bande-son, qui est elle aussi, qui est également produite par un geste de destruction, si je comprends bien, au sens littéral du terme. Oui. Tu as mentionné ces archives sonores de ce chercheur belge. J'imagine que c'est un musicologue ou un ethnologue Un qui a fait des ethnomusicologue. enregistrements. Et c'est ce qui est aussi assez intéressant dans le fait de détruire plutôt que de procéder à une restitution. Et j'utilise le mot restitution puisque c'est la question aussi qui est posée avec l'héritage historique, culturel, spirituel, etc., etc. Enfin, c'est la question brûlante qui est posée à tous les musées occidentaux et à toutes les institutions occidentales qui se sont appropriées, qui ont pillé, etc., etc. Mais toi, dans ton cas, David, pour ta bande-son, tu ne demandes pas de restitution, tu fais un acte de destruction, en fait. Oui, je pense que la question, pour aller à la question de la destruction, je voudrais, parce que tu as parlé de l'histoire, c'est important de souligner. En fait, j'ai parlé au début que l'idée, c'était de réutiliser les archives dans un cadre spécifique. Et donc, moi, c'était important de questionner les enjeux aujourd'hui politiques, économiques et environnementaux que nous avons ici au Congo. Vous savez que je vis dans une région qui a une richesse énorme des minéraux. Et donc, ça fait plus de 400 ans, pardon, plus de 100 ans que l'espace est exploité. Voilà. Mais en même temps aussi, à l'est du pays, vous savez ce qui se passe au Congo. Il y a des guerres, il y a de l'exploitation des coltans, il y a plusieurs choses qui se passent. Et donc là même, Glencore, qui est poursuivi par l'ONU, je pense, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette exploitation que moi, personnellement, je voulais interroger dans ce film. Voilà. Et donc, la question de la restitution, pour moi, ça reste une question assez fanatique, assez charmeuse, en fait. Je suis désolé de dire comme ça parce que, en même temps, cette question, ça entretient, en fait, les rapports de force entre l'Occident et l'Afrique. Ça veut dire que ça revient à faire croire que nous allons pas arriver à proposer d'autres fictions, à proposer d'autres choses. Et d'une part, je pense que d'une part, l'Occident est dans son confort quand l'Afrique lui demande de restituer ses œuvres. Ça veut dire que ça lui remet une sorte de force et vous allez comprendre que ça fait plusieurs années que l'Afrique demande et ça fait plusieurs années que l'Europe ne veut pas donner. Parce qu'il veut entretenir ces rapports de force, ces rapports où, d'une part, c'est une fierté pour eux d'avoir ces objets. C'est une preuve de la domination occidentale en Afrique. Et d'une part, l'Afrique n'arrive pas à comprendre, je pense qu'elle n'arrive pas à accepter de créer, en fait. Parce que je pense que ce qui nous retient jusqu'à aujourd'hui, même le Congo, je pense, c'est la nostalgie, c'est le vouloir absolu de refaire le port colonial, de la continuité du Congo belge. Parce que
je vais illustrer un exemple. Le 30 juin, la date de l'indépendance, 2020, notre président Félix Tshisekedi, il a fait un discours dans lequel il parlait de l'époque coloniale où le peuple congolais avait un pouvoir d'achat de $1 000 et aujourd'hui, nous avons un pouvoir d'achat à $400. Et moi, je pense que c'est quand même grave qu'un président, dans une date aussi importante, de comparer la souveraineté congolaise au projet colonial. Ça veut dire que le projet colonial, l'État indépendant du Congo, le Congo belge, n'a jamais été un projet du Congo. Et donc, quand nous avons pris l'indépendance, nous n'avons pas pensé à réfléchir sur l'État congolais. Nous n'avons pas pu faire la rupture avec l'État belge. Nous avons voulu continuer le Congo belge. Et pour moi, c'est une grande erreur parce que l'espace que la Belgique a laissé était un espace inconnu pour nous. C'était la propre fiction des Belges et nous ne pouvons jamais contrôler ça. C'était la confédération belge. Et donc, il faudrait arriver à un point des hackers, en fait. J'aime beaucoup Petnan Daliko, dont tu connais, je pense, Bouchkra, Petnan Daliko parle du recodage. Ça veut dire donner un autre code au Congo. Vous voyez, nous devons arriver à un point à hacker les configurations congolaises. Parce que les configurations congolaises sont en réalité des configurations du projet colonial belge. Et donc la restitution, je pense, c'est important de restituer, mais je me pose la question, c'est de savoir est-ce que ces choses qui vont être restituées, ils ont la même valeur qu'ils savaient avant, ou ça reste purement de la fierté coloniale, où le Congolais n'a pas cette possibilité, l'Africain n'a pas cette possibilité de recréer, de créer d'autres fictions, comme dans le film de mon ami qui a utilisé le masque, mais qu'il a acheté en Afrique. Ça veut dire que ces choses existent en Afrique. Il y a encore des protagonistes qui peuvent faire ces choses. Voilà. Et donc, ça reste une question assez complexe, la restitution pour moi. Voilà. Alors, peut-être pour conclure, je vais aussi vous dire ce qui m'a frappé dans vos 3 films, c'est que moi, je les ai regardés en définitive comme des histoires de fantômes. Et de fantômes très particuliers parce que ce qui nous montre, c'est qu'on est hanté, et on est hanté par l'histoire impériale, l'histoire coloniale, l'histoire de la domination raciale, mais peut-être encore davantage, on est hanté par le spectre de l'égalité, encore à venir, pas encore achevé. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Si c'est quelque chose que vous aviez en tête quand vous avez fait vos œuvres, et si c'est peut-être comme ça que vous souhaitez que les spectateurs de Paradis di Domani comprennent aussi les films que vous leur proposez. Je pense que Justine peut commencer. C'est ça. Peut-être. Oui, Justine, vas-y. Vas-y, après, je vais dire. Parce que vos films, ils sont quand même d'une actualité, en réalité, brûlante. Même si on a l'impression qu'ils renvoient à une histoire révolue, vos 3 films nous parlent d'aujourd'hui, ils nous parlent aussi d'hier, et parce qu'ils nous parlent d'hier, ils parlent aussi d'un futur possible. Mais ce futur possible, moi, je l'ai vu comme étant exprimé par ces fantômes de l'égalité qui nous hantent toujours. Mais peut-être que ma question, elle n'est pas claire, en fait. Oui, moi, je pense qu'elle est claire. Moi, je n'ai pas bien compris. Pour moi, elle est claire. Je peux répondre comme ça, ou les autres peuvent comprendre. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que la question de l'égalité, en fait, je pense que c'est la recherche de la reconnaissance, la recherche et je suis là, remarquez-moi, où je suis aussi humain. Je pense que cette question ne doit plus être posée parce que je ne peux pas rappeler à quelqu'un que je suis humain parce que je le suis. Ouais, moi ça me fait penser, ce que tu dis, David, ça me fait penser, il y a des gens qui disent qu'on a donné la liberté aux esclaves
Mhm. alors que c'est pas... Enfin, on donne pas la liberté. Enfin, Non, non. donc, je sais pas, moi, mon film, j'aimerais qui provoque une puissance d'agir, ou je sais pas, qui Euh, donne... Ouais. Moi, je pense que moi, personnellement, je pense que oui, il faudrait que les gens agissent, mais surtout, il faudrait que les Congolais, le monde tout entier, l'Afrique, doit réfléchir sur ses propres projets, proposer d'autres métaphores. Je pense que je dirais pas de l'individualité, mais je pense que c'est de rester, d'avoir pas de ne pas avoir de postures, en fait, de ne pas avoir de postures. C'est d'être des personnes qui réfléchissent sur la relation avec la nature, comme parlé, la réflexion avec la société, avec ses propres fictions, ses propres métaphores. Et voilà, c'est ça mon film, en fait. C'est de réfléchir sur la globalisation aussi, de réfléchir sur la psycho-étymologie du système économique, ce que nous avons aujourd'hui, et qu'est-ce que nous pouvons en faire. Parce que, de toute évidence, ce système ne convient pas à l'humanité. Comme je disais avant, c'est un système qui est parfait, mais qui semble être parfait en tout cas, par les gens qui le disent, par les économistes et tout ça, mais nous ne sentons pas l'humanité à l'intérieur. L'humain est exclu dans ce système. Nous avons vu aujourd'hui avec la crise économique, la crise du Covid-19, nous avons vu comment les capitalismes, ce qu'on appelle le libre marché, a ruiné en fait d'autres pays, les pays pauvres, même les pays puissants, pardon. Et donc, il est temps, je pense, de réfléchir sur ça et de proposer euh, d'autres choses. Et avant de conclure, quand on parle, pour conclure, je voudrais conclure sur la poésie parce que c'est très important. Il y a un philosophe congolais qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui est en Amérique, qui parle des bibliothèques coloniales. Ça veut dire la poésie, elle est au centre du récit, elle est au centre de l'imaginaire, elle est au centre du mage. Et donc, pour déconstruire l'image, il faudrait arriver à proposer d'autres poésies, d'autres bibliothèques. Parce que la colonisation au Congo, ça a créé une image, ça a créé un imaginaire, ça a créé des récits dont les philosophes parlent de bibliothèques coloniales. Il faudrait créer d'autres bibliothèques. C'est impossible, dont même tu parles de la reconstitution, c'est impossible, pour moi, je pense, de se réapproprier du texte qui parle du mal. Mais c'est possible de créer d'autres textes écrits par les Congolais, écrits par les Africains, écrits par les Noirs, pour parler de nous-mêmes. Parce que finalement, dans tous les récits coloniaux, tout est erroné, tout est troqué en fait. C'est par là que je vais conclure. euh, Avant de finir, je peux ajouter quelque chose parce que j'aimerais bien parler sur quelque chose dans mon film. En fait, quand on est allé partir pour tournage, cette compagnie, en fait, il a mis quelqu'un à côté de nous. On n'a pas eu autorisation de parler avec travailleurs. Mhm. En fait, tout le temps, on était surveillé par quelqu'un qu'on ne parle pas avec eux. Et il y a plusieurs fois, ils sont venus vers nous, ils disent, on aimerait bien parler, c'est pourquoi vous filmez, on ne peut pas parler de notre difficulté. Voilà. Après, on a vu que c'est comme ça, on ne peut pas avoir interview. Moi, j'ai fait un choix de voilà, prendre des images poétiques dans ce film. Euh, j'ai parlé avec des images, la difficulté de travail. En fait, je peux ajouter des choses que chaque travailleur, il coupe 5 tonnes par jour de canne à sucre avec un salaire très bas et avec minimum, comment dire, en fait, son outil aussi qui travaille les machettes, il est vraiment primitif. Il aiguise dans la manière primitive. Ils n'ont pas des outils pour aiguiser. Euh, voilà, c'est tout ça, j'ai montré dans le film. Et
d'autres choses que j'ai utilisées plusieurs fois dans le film, qui vient plusieurs fois, c'est le faux. En fait, pour moi, la faux, il y a 2 sens dans cette film. C'est fascination de culture de faux, dans le sens culturel et sacré, et d'autres raisons, c'est des raisons techniques, parce qu'ils brûlent les champs pour faciliter de récolte, pour faciliter de couper des cannes à sucre. Et ça, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un paradoxe, parce que le feu, normalement, il détruire, mais ici, c'est d'autres choses, c'est paradoxal. Comment dire? Ils permettent de faire, de récolte facilement. Voilà, c'est des choses des Merci, Saptine. merci. Tu veux ajouter quelque chose, Judith? Justine, pardon. Euh, Non, enfin, non, moi je vous remercie beaucoup de cette discussion parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu rencontrer des artistes comme vous. Merci également. Merci Voilà, également. félicitations. Je pense qu'avec Justine, on va continuer formellement à discuter sur les archives. C'est important de parler sur ça, parce que moi, ça Ouais, m'intéresse beaucoup. Ouais, bah, j'ai travaillé sur les archives, ça fait, ça fait maintenant, je pense, 4 ans ou 5 ans, sur les archives à l'USARIS. J'ai travaillé sur les archives à l'USARIS. J'ai travaillé sur les archives beaucoup d'ethnographes aussi. Donc, ça serait toujours un grand plaisir de partager avec toi. Merci ouais, beaucoup à Bouchra aussi, ouais. qui est dans Euh, ses interventions, qui est très pertinente. Merci. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai Merci. juste une dernière question pour Justine. Ouais. Est-ce que Kenyatta a vu le film ou est-ce que ou tu penses qu'il y aurait une possibilité qu'il voit le film? Je sais, enfin, il n'a pas vu le film, mais je pense qu'il y aurait une possibilité. Je sais juste que, enfin, il faudrait que Safia aille lui amener, parce qu'en fait, moi, je comprends pas pourquoi il peut pas voir le film, parce que je sais qu'il a eu accès à des ordinateurs, mais il est plus très jeune, par exemple, il n'a pas de smartphone ou de, enfin, donc, je pense qu'il y aura une possibilité, oui, mais Eh bien, merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de découvrir votre travail et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous cet après-midi. Euh, J'espère et je suis sûre même que les spectateurs de Pardi di Domani auront autant de plaisir que moi à découvrir vos œuvres. Et je vous dis bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Bon merci à vous. après-midi. Au Ah. revoir. Au revoir. au revoir.